Oui, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous présenter donc la discipline des cycles biogéochimiques, appliqués surtout dans les écosystèmes forestiers. Alors déjà, pour les trois quarts d'entre vous qui ont fait les TP avec Bernd Zeller ou Arnaud Legout et moi, c'était lundi. Vous avez déjà eu une petite introduction, donc il y aura quelques petits éléments ici qui seront un peu des rappels par rapport à ça. Et puis pour le dernier quart, du coup, vous aurez la totale d'un coup et cet après-midi, on pourra gagner un peu de temps justement sur cette introduction. Alors avant de commencer, juste quelques éléments de définition pour qu'on sache de quoi on parle. Nous, on travaille essentiellement avec des écosystèmes forestiers. Alors ça, c'est parce que l'objectif de l'INRAE, qui est un institut de recherche, on fait à la fois de la recherche fondamentale, mais aussi à but appliqué. Et dans notre cas, donc l'application, c'est pour la gestion des forêts en France et à l'étranger aussi, hein, mais essentiellement pour les forêts françaises. Donc déjà, une forêt, ça c'est juste pour vous donner quelques définitions, parce que c'est pas forcément très clair ce qu'est une forêt, mais il y a une définition qui dépend en fait du couvert. Donc, c'est-à-dire de la présence d'arbres déjà, ça semble un peu logique, mais il y a aussi une notion de taille, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 5 arbres qui sont plantés dans un bouquet que ça crée une mini-forêt. Et alors, pour le biogéochimiste, vous voyez qu'ici, il nous manque une dimension, parce que là, on a notre jolie carte d'une belle forêt ici, mais là, il nous manque une troisième dimension, qui est la dimension verticale, puisque nous, on va s'aventurer plus dans l'objet sol, qui, dans un écosystème, est quand même assez central, puisque c'est le support déjà de toute la végétation, c'est là où s'implante toute la végétation, et là où elle trouve à la fois son alimentation en eau et en nutriments. Et juste pour la petite boutade, c'est vrai que forêt, ça peut être aussi utilisé pour parler d'une grande quantité de choses abstraites, complexes, inextricables, etc. Et finalement, c'est assez symbolique de ce que nous, on a déconvolué pour essayer de comprendre comment tout cela, ça fonctionne. Mais bon, pour revenir à nos moutons, donc si on se place sur l'échelle de la zone critique, hein, donc qui peut descendre jusque dans vraiment le sous-sous-sol, pour nous, ça va essentiellement donc, se focaliser sur la partie, on va dire, plus superficielle de ce schéma de la zone critique. Donc globalement, nos études s'arrêtent au tout début du substrat géologique. On s'aventure rarement plus profond. Là, du coup, ça relève plutôt de la géochimie. Et par contre, on peut s'intéresser à des échelles spatiales assez variées, allant de la placette, qui, bon, là, c'est de l'ordre de l'hectare ou plusieurs hectares, mais en deux dimensions, jusqu'au bassin versant. Et ensuite, forcément, le reste, ça dépasse un peu notre échelle quand on va sur les échelles des cycles globaux. Alors ici, juste une petite carte. Alors, vous ne voyez pas forcément très bien, surtout ceux qui sont au fond, hein, parce que l'écran est assez petit. Mais sur la gauche ici, c'est une carte des inventaires forestiers nationaux, parce qu'il y a un institut donc, qui fait partie de l'Institut géographique national, qui s'occupe de faire l'inventaire des forêts en France pour voir à la fois la surface et leur croissance tous les ans. Donc ici, vous avez une carte qui vous donne la distribution des forêts en France, et puis aussi si c'est plutôt des feuillus en vert ou des conifères en rose ici. Et à droite, vous avez la carte des sols, avec tous les grands types de sols qu'on trouve en France. Donc vous voyez que, grosso modo, on trouve de la forêt un peu partout. Alors il y a des zones plus concentrées, bien sûr, et la forêt qui recouvre tous les grands types de sols. Par contre, donc, à nouveau, la carte des forêts, distribution des forêts à gauche, et cette fois-ci, sur la droite, on a la carte qui donne le pH des sols donc sur toute la France. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même un regroupement de pas mal de massifs forestiers, ou des grands ensembles forestiers français, qui se retrouvent sur des zones où on a des sols les plus acides. Et ça, alors, il y a deux raisons à ça. Hein. Tout d'abord, c'est surtout d'un point de vue historique, c'est-à-dire que les sols les plus fertiles, on a plutôt eu tendance à les convertir en agriculture,
et à les conserver en agriculture parce que c'était plus important de produire de la nourriture plutôt que de produire du bois, de chauffage. Et puis aussi, c'est parce que les forêts ont tendance à quand même bien s'en sortir sur des sols plus pauvres que de la production alimentaire. Mais si donc, je vous montre ça cette fois-ci avec quelques chiffres. Alors ces chiffres, ils sont tirés d'un réseau de suivi de la qualité des sols, c'est le RMQS, qui est réalisé sur une maille sur tous les 16 km, une maille de 16 km des échantillonnages de sol. Donc parfois ça tombait en milieu agricole et parfois en milieu forestier. Et donc ça, c'est les résultats qui sont tirés de ce réseau-là. Donc par rapport à ce réseau-là qui a mesuré et qui a fait des analyses de sol sur tous ces points de leur placé de prélevé, ça permet un peu de comparer sol agricole à sol forestier. Alors ici, par exemple, on retrouve le pH, hein, et ce qu'on voit ici, c'est simplement une plus large proportion des sols, donc dits forestiers, qui ont un pH inférieur à 5,5, alors que sur les sols agricoles, ça représente qu'une douzaine de pourcents. Pareil, on peut regarder la matière organique. Donc on a des sols qui sont beaucoup plus riches en matière organique dans les sols forestiers, en moyenne et en général. On peut regarder d'autres critères, d'autres propriétés physico-chimiques du sol, comme la capacité d'échange cationique. Donc si vous ne connaissez pas, c'est simplement la capacité d'un sol à retenir les cations, comme le calcium, le magnésium. Et ici, vous voyez qu'on est plutôt, les sols forestiers, on est plutôt là sur des sols moins riches qu'en agriculture, avec une plus large proportion des sols qui ont une capacité d'échange cationique faible, donc une capacité de retenir les cations assez faible. Et dans ces cations qui sont retenus, eh bien, on a des taux de saturation, c'est-à-dire que sur cette capacité, il y a un pourcentage de nutriments, enfin de cations qui sont des nutriments, qui est bien plus faible pour les sols forestiers comparé au sol agricole. Donc en résumé, les sols agricoles sont généralement plus riches d'un point de vue chimique et aussi d'un point de vue physique, parce que les sols hydromorphes ou trop caillouteux, généralement, ont aussi été plutôt délaissés et donc c'est plutôt des sols où on retrouve de la forêt et l'agriculture ne s'est pas installée. Oui ? Oui. Est-ce que c'est toujours les mêmes proportions maintenant? Est-ce qu'il y a des études plus récentes qui ont été faites? Alors, ils ont refait un échantillonnage sur l'ensemble du réseau. À ma connaissance, ils n'ont pas encore publié des éléments. Après, alors la surface forestière en France, elle a tendance à augmenter, pas très rapidement, mais il y a pas mal de terrains agricoles qui sont déprisés, donc qui peuvent être reconvertis en forêt. Donc ça peut changer, mais ça ne va pas non plus énormément... à mon sens, ça ne va pas énormément évoluer non plus, quoi. Et donc nous, comme je disais, notre objet central d'étude, c'est le sol. Et ce sol, eh bien, il se forme, donc en fait, on l'observe aujourd'hui, mais le sol, c'est quelque chose qui se forme sur de très très longues durées. Alors, peut-être un peu moins long que des aires géologiques, hein, bien sûr. Mais en moyenne, donc si on est en climat tempéré, on peut compter sur à peu près 1 cm de sol créé tous les 100 ans, tous les siècles. Donc en gros, si vous avez un sol d'1 mètre, c'est qu'il a fallu 10 000 ans pour qu'il se forme. Alors ces chiffres, bien sûr, dépendent fortement du climat. On verra aussi un peu plus tard pourquoi. Mais par exemple, en zone tropicale, ça va beaucoup plus vite, donc on forme plus de sols, des sols plus rapidement. Et puis si on va dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, donc là on est plutôt un climat boréal, là on va avoir des vitesses de création de sol qui seront beaucoup plus faibles. Donc déjà, en fait, ça amène aussi à l'idée que c'est une ressource qu'on peut considérer comme non renouvelable à l'échelle humaine, hein. Elle est renouvelable, bien sûr, en soi, mais c'est juste que sur nos échelles de temps à nous, voilà, on a 10 000 ans, ça représente quand même une grosse part de la civilisation humaine sur Terre, donc ça ne se renouvelle pas assez rapidement pour nous, pour notre échelle en tout cas. Et donc ces sols, ces différents types de sols, ils s'expliquent par différents critères. Déjà, la première, c'est bien sûr les conditions initiales, donc l'endroit où ce sol se crée. Donc déjà, le premier critère, ça va être le substrat géologique qui crée ce sol. Et quand je dis substrat,
c'est pas forcément ce qui est en dessous, c'est parce que ça peut être aussi des apports extérieurs par érosion, par exemple, qui peuvent être ce substrat. Et donc, dépendant de la chimie et de la composition de ce substrat, on va avoir des sols qui peuvent être fondamentalement très différents. Et ensuite, bien sûr, il y a tout le contexte dans lequel se situent ces conditions initiales, donc un contexte climatique, par exemple. Je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure qu'en fonction de si on était en tropical ou tempéré, on n'a pas des vitesses de création de sol identiques. Bah, ça, c'est un exemple. J'en ai d'autres qui suivent. Et puis aussi de l'activité biologique qui se situe sur ce site-là, qui va fortement influencer eh bien, comment ces sols vont évoluer. Donc juste pour vous donner, voilà, ça c'est le schéma on va dire scolaire hein, de la formation de ce qu'on appelle pédogénèse, c'est-à-dire la formation d'un sol. C'est partir d'un substrat géologique qui petit à petit, par altération, bien, va se dégrader, laissant des particules de plus en plus fines. Il y a de la végétation qui va s'installer et c'est là où ça va vraiment s'accélérer, parce que cette végétation et aussi toutes les bactéries, champignons qui viennent avec, eh bien, vont accélérer ces processus et petit à petit, on va avoir donc le front tout simplement d'altération qui descend plus en profondeur, laissant à la surface une couche d'un mélange de matière organique et de matière minérale. Et c'est ça ce qu'on va considérer comme notre sol. Alors après, en fonction des définitions, vous allez pouvoir en trouver différentes. Hein. C'est-à-dire que certaines personnes vont aller plus ou moins loin dans la roche, considérant que l'altérite, par exemple, continue de faire partie du sol. Ça, c'est des débats qui continuent encore un peu aujourd'hui. Mais grosso modo, c'est cette épiderme vraiment de la planète qui est super fine, mais qui est vraiment super importante pour tous les écosystèmes. Alors je disais tout à l'heure que le sol pouvait évoluer rapidement en fonction du climat. Alors là c'est un exemple qui est tiré, alors c'est pas très loin d'ici, hein, c'est dans le nord des Vosges. Bon, on est dans le département de la Moselle déjà, mais c'est à côté de la ville d'Abrèche-Villers, donc ça se situe, vous voyez, juste au nord du massif ici. Et là, sur cette carte, je vous montre en fait deux placettes qui se situent voilà, à 50 mètres d'altitude différente. Alors, ils n'ont pas les mêmes expositions. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que sur ces deux sites-là, donc qui sont quand même sur le même flanc de montagne, eh bien, d'un côté, on a un sol brun acide avec c'est un des sols les plus communs qu'on peut trouver en France. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de démarcation très nette des différents horizons de sol, c'est-à-dire des différentes couches de sol. Et par contre, lorsque on monte un tout petit peu, on change d'exposition, une exposition un peu plus sèche, et là, on change de type de sol, on tombe sur ce qu'on appelle un podzol. Alors, je n'ai pas la photo exacte de ce site-là. Là, c'est juste pour vous montrer ce que c'est qu'un podzol. C'est moins marqué sur le site là en question, mais qui est vous voyez, une formation d'une couche très blanche ici, qui est liée au fait qu'on a tout ce qui est oxyde de fer et d'aluminium qui se retrouvent complexés avec de la matière organique et qui migrent dans le profil, enlevant tous ces oxydes, donc la coloration ocre qu'il y avait originellement dans le sol. Donc, rien qu'un petit changement de climat comme ça, donc quand on se situe vraiment à la frontière, hein, on peut basculer d'un type de sol à l'autre. Un autre exemple, cette fois-ci plutôt basé sur la végétation, donc c'est une étude qui a été faite au Danemark. Donc là c'est pareil, on part cette fois-ci d'un podzol, donc c'est un sol, donc, comme je vous l'ai dit, avec cette fameuse couche bien délavée ici, bien blanche, liée à la migration des oxydes dans le sol. Et donc ce site-là, à l'origine, c'était une lande de calune, donc c'est de la bruyère qui pousse naturellement. C'est un écosystème assez classique au Danemark. Et dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est simplement modifier le site soit en plantant des chênes, soit en plantant des épicéas, donc des résineux. Et ce que vous voyez sur ce tableau-là, en fait, c'est alors les flèches qui sont pour marquer les différences qui ont été statistiquement significatives. Vous voyez que lorsqu'on plante du chêne, on a un pH du sol qui a tendance à réaugmenter un petit peu, alors que quand on plante de l'épicéa, eh bien, on diminue plus encore le pH qui était déjà plutôt bas.
Et puis, on le voit ici par la matière organique aussi, où avec le chêne, la quantité de matière organique tend à diminuer. Donc, l'activité biologique du sol commence à réaugmenter avec l'arrivée du chêne, alors qu'avec l'épicéa, eh ben, on a tendance à accumuler encore plus de matière organique, expliquant aussi ces variations de pH ici. Donc, simplement, avec le choix des espèces et la biochimie de leur tissu, eh bien, on peut faire basculer un sol dans un sens ou un autre, en termes déjà de type de sol. Donc ça c'est assez remarquable. Après, avant de me lancer dans le cœur de ce cours, je voulais juste peut-être casser un mythe, enfin, peut-être pas un mythe pour vous, hein, mais souvent dans les médias où on entend souvent que la forêt c'est un milieu naturel, c'est la nature qui fait les choses toute seule. Alors, c'est pas qu'elle est incapable de le faire, hein, mais c'est juste que dans nos pays européens, les forêts sont rarement des forêts laissées toutes seules à l'abandon. C'est des forêts gérées. Et là, par exemple, cette image, c'est juste pour vous montrer. Donc, c'est réalisé avec un lidar. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le principe d'utiliser un laser aéroporté qui permet de mesurer simplement l'altitude à quelques centimètres près de la surface. Et ce qu'on voit ici sur cette parcelle forestière, eh bien, tous ces petits traits-là, eh bien, c'est des passages d'engins. C'est-à-dire c'est des tracteurs, des débardeurs, des engins qui viennent exploiter la forêt, qui viennent eh bien, tout simplement se promener dans la forêt. Alors, on parlera des conséquences de ce genre d'activité un peu plus tard, mais déjà ça, vous voyez que ce n'est pas un écosystème qui est laissé à l'abandon. Ça, c'est une autre image qu'on n'aime pas forcément voir non plus, hein, mais que l'on voit encore aujourd'hui, d'une exploitation forestière où on fait une coupe rase, on coupe tout. Et puis là, en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec un bulldozer, ils ont poussé tous les restes, les résidus d'exploitation dans des andins sur les côtés pour pouvoir, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des rangées de plantations ici pour pouvoir replanter. Donc il y a ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de forêts qui sont des forêts plantées, donc pas forcément, on peut difficilement considérer ça comme étant 100% naturel. Alors juste là pour vous montrer où on en est d'un point de vue forêt en France, c'est un graphique qui vous présente ici l'évolution de la surface forestière, ici en pointillé, au cours des derniers millénaires. Et vous avez ici en noir, c'est la courbe de la population, hein, les deux sont quand même fortement liés. Hein. Et vous voyez que la surface forestière, en tout cas, était en pleine décroissance depuis l'arrivée et l'installation des hommes dans nos contrées, jusqu'à peu près le XVIIIe siècle. Et là, alors il y a deux choses. C'est une volonté de vouloir préserver ces surfaces forestières, qui a commencé un peu plus tôt, au XVIIe siècle, mais sans forcément grand impact. Et puis aussi, c'est la révolution industrielle qui, parce qu'on change de système d'énergie, en utilisant du charbon, en utilisant plus de pétrole, eh bien, la pression sur la forêt pour le côté bois-énergie eh diminue. Donc c'est aussi ça qui a permis cette inflexion de la courbe. Et vous voyez qu'on est en phase plutôt montante, enfin on est en phase montante depuis. Mais aujourd'hui, on se pose des questions quant à l'avenir de cette courbe-là, parce qu'il faut savoir que tout ça, là, cette énorme décroissance, ils l'ont réalisé avec ce genre de moyens. C'est-à-dire qu'ils y allaient à la main, avec un cheval, avec une hache, et puis ils prélevaient les bois dont ils avaient besoin pour la construction, pour le chauffage, alors qu'aujourd'hui, on a des engins qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus performants. On peut sortir beaucoup plus de bois d'un coup. Et donc ça, forcément, ça pose question sur si jamais on a un changement de régime ici, ça peut aller beaucoup plus vite maintenant qu'il y a 1000 ans. Du coup, la carte, là, c'est à l'échelle française ou c'est à l'échelle mondiale? Ça, c'est pour la France, ouais. C'est à peu près équivalent dans beaucoup de pays européens, ou même aux États-Unis, même si je crois que leur inflexion était un peu plus tard, vu qu'ils sont arrivés, les Européens sont arrivés un peu plus tard aux États-Unis.
Après, oui, pour d'autres pays, forcément, quand on est au Brésil, c'est pas la même question, pas la même réponse. Et un autre élément de contexte aussi, auquel il faut qu'on fasse face, donc il y a ces histoires d'exploitation forestière qui peuvent, si jamais elles sont trop intenses, dégrader nos sols forestiers et nos forêts. Et il y a aussi la question des changements climatiques. Alors ça c'est rigolo parce que cette étude avait été publiée, donc c'est en 2007. Ça avait été crié comme étant complètement trop excessif d'un point de vue des scénarios climatiques. Et que voilà, c'était ridicule. Là, c'est un scénario avec seulement plus 2,5 pour 2100, alors que là, le meilleur scénario qu'on a actuellement, c'est plus 4 degrés en 2070 ou 75, je crois que c'est. Donc finalement, elle est assez modérée c'est assez modéré comme scénario. Mais avec ce scénario donc, climatique, ce que cette étude a simplement montré, c'est le changement d'aire de répartition naturelle des forêts de hêtres en France, où donc, au début du XXIe siècle, on les trouve à peu près partout, sauf en Méditerranée, parce que c'est une essence qui supporte mal la sécheresse. Et avec le changement climatique, donc les réchauffements et changements de régime des pluies, et ce qu'on peut s'attendre, c'est que ce climat méditerranéen, finalement, qui se propage un peu plus vers le nord de la France, et que certaines espèces qui ne tolèrent pas ce type de climat, eh bien, tout simplement disparaissent, parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter à ce climat. Et dans les Vosges, commence à voir ce genre de choses avec tous ces dépérissements d'épicéas parce qu'il y a des années qui se succèdent où il n'y a pas assez d'eau pour ces essences-là. Donc, cette introduction passée, en fait, l'objectif qu'on s'est donné avec Arnaud et Bernd pour ce cours, donc pour vous présenter la discipline, c'est 2 grandes parties. Donc, donc il y avait déjà l'introduction, pour vous présenter un peu le contexte. Ensuite, je vais vous présenter ce que sont les cycles biogéochimiques, qu'est-ce que ça représente, et puis quels sont les différents éléments qui les composent. Et ensuite, dans un second temps, on parlera peut-être plutôt méthodologie pour vous montrer les différentes approches qu'on peut avoir dans cette discipline, et puis comment est-ce qu'on fait pour quantifier ces différents flux et cycles dont je vais vous présenter maintenant. Donc le cycle biogéochimique, c'est un mot assez long, mais qui finalement se comprend assez bien, parce qu'on retrouve biologie, géologie, chimie dedans. Et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est le mariage de ces différentes disciplines pour étudier comment les éléments, pas que les nutriments, mais les éléments chimiques, circulent au sein d'un écosystème forestier et comment cette circulation permet le bon fonctionnement de ces écosystèmes. Donc biogéochimique, ça représente donc ces différentes disciplines, mais ça représente aussi 3 grands cycles que l'on trouve au sein de nos écosystèmes. Donc un cycle géochimique, un cycle biologique, et alors parfois celui-ci il se retrouve, on l'incorpore dans le cycle biologique, mais aussi un cycle qu'on peut appeler biochimique, donc qui se situe plutôt à l'intérieur de la plante. Et je vais vous montrer ça sur une diapo illustrée, ça sera un peu plus clair. Donc, si je schématise notre écosystème forestier avec son sol et l'arbre poussant au-dessus de ce sol, au sein de ce sol, donc, on a l'eau du sol qui contient des nutriments, là où l'arbre va pouvoir les prélever directement. Cette solution du sol, elle est en interaction bien sûr avec la phase solide, donc il se passe des réactions d'altération avec le pool minéral, altération et précipitation de minéraux. Il y a des réactions d'échange, donc c'est des adsorptions-désorptions. Ça peut être par exemple le phosphate qui peut s'absorber sur les oxydes de fer et d'aluminium dans le sol. Et qui, ce faisant, ne sont plus donc, à l'état dissous, donc plus directement disponibles à la plante. Et on a aussi le pool de matière organique, donc c'est tous les débris végétaux, qui soient plus ou moins petits, qui soient à l'échelle moléculaire ou fragmentaire, donc quelque chose qui est visible à l'œil nu, qui peuvent se décomposer et libérer des nutriments aussi. Et donc, dans cet écosystème, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il prélève ses nutriments donc, dans la solution du sol.
Et une partie sert bien sûr pour toutes les parties en croissance de l'arbre, hein, que ce soit les aiguilles, le bois, les branches, etc., l'écorce. Et sur cette biomasse en croissance, il y a une partie eh bien, qui tombe au sol tous les ans, ou enfin, tout au long de l'année, que l'on appelle une chute de litière. Donc cette chute de litière dans les forêts de feuillus, c'est facile à voir à l'automne quand les feuilles tombent au sol, hein, bien sûr. Chez les résineux, eh bien, les aiguilles aussi, elles tombent. Pas forcément que à l'automne, elles tombent un peu plus distribuées sur toute l'année. Mais aussi, cette chute de litière, ça incorpore les branches mortes qui peuvent tomber avec le vent. On peut aussi inclure là-dedans les arbres aussi qui peuvent mourir et dépérir et tomber avec le vent. Et donc toute cette matière organique qui est composée de carbone bien sûr, mais aussi de beaucoup de nutriments comme l'azote, le phosphore, le soufre, le calcium, le magnésium, et bien ces éléments vont rejoindre le pool organique du sol et se décomposer petit à petit, libérant ces éléments qui vont retourner à la solution du sol. Et ainsi, vous avez formé une boucle ici, et c'est cette boucle que l'on va appeler le cycle biologique. Alors, cycle, ça se comprend. Biologique, c'est simplement parce que ça passe par le moteur biologique du système, c'est-à-dire la biomasse aérienne, mais aussi la biomasse souterraine, parce que la décomposition de la matière organique, ce ne sont pas des processus chimiques ou géochimiques, c'est des processus biologiques. Et alors le cycle biochimique ici, j'ai d'autres exemples pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. C'est simplement de la recirculation de nutriments, mais au sein même de la plante. Par exemple, avant qu'une feuille ne tombe, pour parler de manière finaliste, un arbre, il est quand même un peu plus malin que de juste laisser tomber tous ses nutriments au sol et d'être obligé d'attendre que ça se décompose pour pouvoir les récupérer. Donc il y en a une grosse partie de ces nutriments qui sont dans les feuilles, qui sont récupérés et stockés dans la partie pérenne de l'arbre, c'est-à-dire le bois, et qui sont réutilisés ensuite l'année prochaine, l'année suivante, pour la nouvelle croissance. Et ça peut être des assez forts pourcentages. Par exemple, l'azote, généralement, c'est entre 60 et 70% du contenu d'une feuille en azote qui est récupéré avant qu'elle ne retombe au sol. Et à côté de ça, donc c'est un système qui est bien sûr un système ouvert. Il est ouvert donc, au reste des cycles globaux à travers donc, des apports atmosphériques donc, qui peuvent se faire par la pluie ou par des particules. Par l'altération des minéraux du sol, donc ça c'est l'apport qui vient de la géosphère, que ce soit donc de la roche qui est vraiment sous-jacente ou des minéraux qui ont été apportés au cours du temps par apport par érosion. Ensuite, eh bien, il y a des éléments chimiques qui vont quitter le système avec les eaux de drainage et qui vont rejoindre eh bien, le cycle global à travers les nappes phréatiques, les rivières jusqu'aux océans, etc. Et puis aussi, un autre élément, eh bien, ça c'est lié à l'activité humaine dans ces écosystèmes, parce que si jamais on n'était pas présent, eh bien, ce flux n'existerait pas. C'est les exportations de biomasse, c'est-à-dire les arbres que l'on coupe et que l'on sort et qui vont ensuite se retrouver parfois à l'autre bout de la planète, dans une chaise ou n'importe, dans un bout de papier. Le destin de cet élément-là va peut-être être à l'autre bout de la planète, donc ça rentre dans le cycle global des éléments à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle géochimique, parce que son moteur principal, eh bien, c'est plutôt la géochimie du système. Et à cela, on pourrait aussi rajouter des activités de fertilisation et d'amendement, lorsque, par exemple, vous apportez du carbonate de calcium pour amender le sol, rehausser le pH du sol. C'est des pratiques qui ne se font pas très très couramment en France, mais se font quand même, surtout lorsque les forêts sont dépérissantes. Après, ça dépend des pays. Il y a des pays où ils le pratiquent plus, mais dans le cas là aussi, il faut le prendre en compte dans notre cycle biogéochimique. Donc là encore, c'est un schéma assez simplifié, hein, parce que du coup, je ne détaille pas ici tous les différents flux et toutes les différentes petites choses qu'il y a autour. Là, c'est vraiment schématique pour avoir une vue d'ensemble. Le but, c'est pas non plus de rentrer dans le détail à chaque fois, mais ensuite, l'idée, c'est quand même de vous illustrer quelques-uns de ces flux pour vous montrer un peu la diversité des choses qui sont étudiées.
Alors juste un petit point à nouveau sur les échelles d'études. Le plus couramment, pour nous en tout cas, c'est d'étudier l'écosystème à une échelle qui ressemble un peu à ça. Alors on ne se limite pas à un seul arbre, hein, ici, c'est juste parce qu'illustrer une forêt, c'était un peu plus compliqué. Mais globalement, on s'intéresse à l'échelle de la placette ou parcelle forestière, donc qui peut faire quelques hectares. Alors ceux qui ne connaissent pas bien, un hectare, c'est un carré de 100 mètres par 100 mètres, enfin, ou simplement 10 000 mètres carrés. Donc on va être à l'échelle de soit un demi-hectare jusqu'à plusieurs hectares. Et donc on est plutôt là, dans ce cas-là, dans une vision plutôt à une dimension, c'est-à-dire le mouvement vertical des éléments dans le sol, et pas forcément leur mouvement horizontal. Mais dans certains cas plus rares, en tout cas dans notre laboratoire, c'est d'étudier à l'échelle d'un bassin versant. Alors plutôt c'est des têtes de bassin versant, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément un grand bassin versant comme celui de la Seine ou de la Meurthe ou de la Moselle qu'on va étudier ça. Mais typiquement dans les Vosges, on a des bassins versants qui sont suivis sur des ruisseaux qui sont en tête de bassin. Et là, dans ce cas-là, on étudie donc à la fois en vertical, donc le mouvement dans le sol, mais aussi en la dimension horizontale du mouvement horizontal des éléments vers le cours d'eau. Alors, je vais revenir donc sur ces différents flux. Le premier dont je vous ai parlé, c'est les apports atmosphériques. Donc le plus simple à comprendre, c'est que quand il pleut sur un écosystème, la pluie, ce n'est pas de l'eau déminéralisée. Il y a des éléments qui sont dissous dedans, qui proviennent soit de sources naturelles, soit de sources anthropiques. Hein. Ça peut être de la pollution, comme ça peut être des sources naturelles. Mais on a aussi tout un tas d'autres types de dépôts, donc on appelle secs et occultes. Alors les dépôts occultes, ça n'a rien à voir avec les sciences occultes, hein, c'est simplement ici un terme donné au fait que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que même s'il ne pleut pas dans une forêt, enfin sur une forêt, s'il y a du brouillard qui passe à travers une forêt, il peut y avoir condensation de ce brouillard sur les feuilles ou aiguilles, et donc on peut avoir une ambiance complètement humide, simplement parce que ce brouillard s'est déposé sur les arbres. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le dépôt occulte, c'est-à-dire tous les éléments qui sont finalement dissous dans le brouillard qui viennent se déposer sur les forêts. Et après les dépôts secs, c'est tout un ensemble de choses. Ça peut être des poussières, donc des particules solides qui sont aéroportées et qui ensuite sédimentent sur l'écosystème. Ça peut être des polluants sous forme de gaz, hein, des gaz qui peuvent s'absorber à la surface des feuilles par exemple, et ensuite être lessivés vers le sol et transformés. Et ça peut être des particules plus grosses aussi, par exemple lorsqu'on a des épisodes de tempête du Sahara qui amènent des sables très hauts dans l'atmosphère, qui retombent sur nos forêts, et bien, on considère ça comme étant du dépôt sec aussi. Ça peut être aussi parce que si jamais vous avez de l'agriculture juste à côté avec une forte érosion, et bien, ces poussières d'érosion de sol peuvent aussi venir se déposer sur les forêts aux alentours. Et alors, juste ça, c'est pour vous montrer l'effet filtre des forêts. C'est-à-dire que tous ces dépôts, ils vont avoir lieu naturellement, hein, mais sur un écosystème sans végétation. Mais si vous y placez des arbres, eh bien ces arbres, alors là vous avez différentes espèces, hein, donc des résineux comme l'épicéa, le sapin de Douglas, le pin laricio ou le sapin norman, et le chêne et le hêtre qui sont des feuillus. Et ici, donc, ils sont tous plantés sur le même site. Et là, c'est juste des dépôts en sulfate, ici, des dépôts secs, pour vous montrer que sur un même site, on peut avoir des très larges différences d'apport atmosphérique, simplement en fonction des espèces, parce qu'elles ne vont pas avoir la même capacité à capter ces particules atmosphériques, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus grands, qui ont un feuillage beaucoup plus dense, et donc l'effet filtre de cette canopée, eh bien, va simplement être plus ou moins grande en fonction des essences. Ensuite, on a l'altération minérale. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici parce que je pense que c'est déjà assez couvert dans vos cours de géochimie.
Mais juste pour vous rappeler qu'il y a énormément de différentes propriétés physico-chimiques du sol qui vont influencer la vitesse de cette altération, soit dans un sens soit d'accélération, soit un ralentissement. Mais la température, l'humidité du sol, l'acidité, les acides organiques qui sont très présents dans les écosystèmes forestiers vont accélérer ces processus avec des processus de complexolyse, donc la formation de complexes organiques et avec complexation d'un cation qui est issu de l'altération minérale. Et voilà, vous avez aussi la surface minérale exposée, le potentiel redox aussi qui vont jouer sur cette altération. Donc tout ça, c'est des propriétés plutôt géochimiques, même si on commence déjà à toucher du biologique, hein, vu qu'on parle d'acide organique ici. Mais un autre élément ici sur lequel je vais plus développer, c'est la vie du sol, c'est-à-dire la biologie dans le sol, et comment ça impacte cette altération. Et juste pour vous montrer quelques exemples. Alors, vous avez déjà le cas de figure des racines qui poussent à travers des énormes blocs et qui, petit à petit, contribuent aussi à fracturer ces blocs. Vous avez bien sûr le lichen et des choses qui peuvent se développer vraiment à la surface d'un caillou et tout simplement commencer par l'acidité qu'il crée à dissoudre et décomposer, altérer cette roche. Et à une échelle plus microscopique, ici, là, ce que vous voyez ici, c'est une coupe avec ici, si je ne me trompe pas, oui, c'est en jaune ici, c'est un minéral, un feldspath. Et ce que vous voyez ici, ce n'est pas des rayures qui sont liées à un ours qui serait venu gratter ce minéral. Ici, ce que vous avez ici, c'est des ifs mycéliens. Alors j'ai des diapos ensuite qui montrent mieux ce que c'est. Mais si vous voulez, c'est les racines des champignons, si vous ne connaissez pas, qui poussent, dès qu'ils trouvent une petite fissure, ils rentrent. Et ils poussent donc le long sur la surface de ce minéral. Et leur activité biologique et l'acidité qu'ils créent, eh bien, va dégrader, décomposer, enfin pas décomposer, altérer le minéral. Et donc c'est cette altération que l'on voit ici qui est liée à l'activité biologique de ce champignon qui était présent à la surface. Et alors des exemples comme ça, il y en a beaucoup, hein. Alors je vous disais, un if mycélien, ça ressemble à ça. Donc vous voyez l'échelle ici, donc ça doit être 0,1 mm, donc 100 micromètres ici. Vous voyez que c'est extrêmement fin. C'est des poussées, des croissances qui émanent d'un champignon, donc qui vont aller coloniser toute la porosité qui peut pour aller trouver à la fois eau et nutriments. Et ensuite, vous avez aussi toutes les bactéries dans le sol qui, une grande partie, en fait, sont spécialisées dans l'altération des minéraux qui, par leur activité à la surface, eh bien, pareil, vont contribuer à l'altération et création de ces porosités au sein de, ici, un granit, oui, c'est ça. Donc, vous voyez tous ces petits points blancs, là, enfin, plutôt gris clair, eh bien, ce sont des petites bactéries qui sont vraiment à la surface et c'est leur habitat, je crois que ceux qui étudient ça ont appelé ça la minéralosphère, c'est-à-dire la surface des minéraux. Et ces associations, en fait, donc, elles s'emboîtent les unes dans l'autre, hein, c'est-à-dire que les petites bactéries, en fait, elles sont souvent associées aux ifs mycéliens que l'on voit un peu plus grands ici. Les bactéries profitent du champignon qui va leur donner un peu des substrats carbonés et en échange, eh ben, les bactéries, elles apportent des éléments minéraux. Donc on le retrouve ici, vous voyez que les ifs sont extrêmement colonisés par ces bactéries ici. Et ensuite, une autre association qui s'emboîte, eh bien, c'est cette fois-ci l'arbre ou la plante de manière générale qui se développe en association symbiotique avec ces ifs mycéliens. Et là encore, eh bien, le champignon bénéficie de la photosynthèse des arbres qui apportent des sucres et des éléments carbonés au sol et aux champignons. Et le champignon, lui, il apporte à la fois un accès plus facile à l'eau et aux minéraux du sol. Parce que vous voyez que les racines ici de l'arbre, elles s'arrêtent à peu près ici. Et tout le reste ici, ce n'est pas des racines d'arbres, ce sont des ifs mycéliens. Donc c'est vraiment le système du champignon qui se développe et qui colonise tout ce volume-là.
que l'arbre, tout seul, il ne serait pas capable d'aller coloniser tout un aussi gros volume. Et sans ces associations, en fait, on n'aurait pas des arbres qui montent jusqu'à 30-40 mètres, voire même, je crois que le record du monde, c'est 127 mètres. Ça ne pourrait pas se faire sans ces ifs, parce que tout simplement, l'arbre ne serait pas capable d'aller chercher assez de nutriments tout seul avec son système racinaire. Voilà, donc ça c'était encore quelques photos pour vous montrer sur d'autres types de minéraux, mais où on retrouve de la biologie qui est vraiment à la surface de ces minéraux. Ensuite, un autre flux important pour nous, c'est le transport vertical des nutriments dans le sol. Et donc aussi, à la fin, ça se termine avec un flux de lixiviation. Donc c'est l'eau de drainage qui part et qui part avec des éléments dissous. Et ces éléments, en fait, on peut les considérer comme des pertes nettes pour le sol, puisque ce qui part dans la nappe phréatique et le cours d'eau, en fait, est plus accessible pour les plantes qui poussent dans ce sol. Et tout au sein de ce transport, il y a des réactions d'adsorption-désorption, des réactions d'échange cationique qui se font entre la phase solide et liquide. Donc là, on rentre plutôt dans le domaine plutôt de la géochimie. Donc de l'eau qui diffuse entre différents types de porosité. C'est-à-dire qu'on a toute une distribution de taille de pores dans le sol. On peut avoir des gros tuyaux et des plus petits tuyaux. Donc forcément, l'eau ne se déplace pas à la même vitesse. Elle n'est pas retenue de la même manière. Et en fonction de ça, vous avez des temps de résidence plus ou moins longs qui influencent forcément les processus, parce que certains processus ont besoin de temps pour atteindre un équilibre. Et donc, en fonction du type d'eau, vous n'allez pas avoir les mêmes compositions chimiques, simplement parce que vous n'avez pas les mêmes processus en jeu, quoi. Et bien sûr, les plantes, elles vont venir absorber leurs nutriments dans cette eau du sol et venir aussi changer tout simplement la chimie de l'eau qui parcourt cette eau. Et juste un petit détour ici, en parlant de racines. On parle aussi dans le sol de rhizosphère. Alors vous allez finir par croire qu'on aime beaucoup inventer des nouveaux mots avec sphère derrière. C'est pas complètement faux. Mais ici, rhizosphère, en fait, c'est un concept pour illustrer le fait que dans un sol, si vous avez du sol qui est proche d'une racine, et proche de l'activité biologique de cette racine, elle peut avoir des propriétés physico-chimiques qui sont fondamentalement différentes d'un sol qui se situe à plus grande distance et qui n'est pas sous l'influence directe de la plante. Et ça, c'est pour vous illustrer ça avec des photos. En fait, la grosse influence de la plante, c'est que lorsque elle pousse au travers d'un sol, elle émet beaucoup d'acidité. Je vais vous expliquer le principe juste derrière. Mais elle va émettre aussi certains composés organiques qui peuvent être dédiés, par exemple, pour aller chercher le fer. C'est ce qu'on appelle des sidérophores. Donc, c'est des molécules organiques qui sont très fortes pour aller complexer le fer et donc altérer des minéraux contenant du fer pour chercher ce fer. Et ces sidérophores, ensuite, peuvent migrer vers la plante et être facilement repris par la racine pour alimenter la plante en fer. Et ici, ce que vous voyez, c'est une coupe de sol autour d'une racine. Et ici, ce qu'on a, c'est une calcification tout autour de la racine, parce que vous avez l'eau et les nutriments qui arrivent au niveau de la plante, donc une très forte concentration du calcium autour de la racine. Et dans certains cas de figure, si vous êtes plutôt en milieu aride, vous pouvez vous retrouver avec une concentration trop élevée, donc formation de calcite autour de la racine. Ce qui peut être au détriment de la plante d'ailleurs. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'acidité, la raison principale, c'est pas parce que les plantes émettent beaucoup d'acides organiques, c'est vrai aussi. Elles exudent beaucoup de matière organique de manière spontanée. Hein. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'une racine, lorsqu'elle prélève des nutriments, donc vous avez ici le panel des différentes choses qui peuvent être prélevées, de l'ammonium, du potassium, du calcium ou du magnésium. Donc tous ces éléments-là, ils sont chargés, c'est des cations ou des anions, lorsqu'on parle de sulfate ou de nitrate. Et comme c'est des éléments chargés électriquement, si jamais vous ne faisiez que prélever cet élément-là, ce que vous créerez petit à petit, c'est un gradient de charge, quoi. Si vous prenez tous les plus,
et ben, finalement la racine se chargerait positivement et le sol deviendrait chargé négativement. Et ça, ça crée un très fort gradient et ce n'est pas un état d'équilibre. Et donc pour l'évolution, pour compenser ça, en fait, ce que la plante elle a deux stratégies pour éviter justement d'avoir cet énorme gradient. Eh bien, c'est de soit en prélevant un cation, elle va prélever l'équivalent de charge en anion. Donc par exemple, elle prélève, je sais pas moi, un calcium. Si elle prélève en même temps un sulfate, donc vous avez 2 plus et 2 moins, donc vous vous retrouvez avec un équilibre électrique. Ou alors, et c'est d'ailleurs plus souvent ce cas-là, ce que la plante est capable de faire, c'est de compenser la charge qu'elle a prise en libérant l'équivalent. Donc si elle prélève toujours son calcium 2 plus ici, elle peut relarguer le proton, donc l'acidité H+, ici. Elle peut en relâcher 2, donc vous avez pris 2 et redonné 2 charges plus, donc au final, votre balance électrique reste toujours à 0. Mais vous voyez, le souci, c'est que ben, ça, c'est facile à la plante de produire des H+, au niveau cellulaire, et donc c'est assez facile pour elle de réaliser ce mécanisme, mais la contrepartie, c'est que vous acidifiez eh bien, le pourtour de la racine parce que vous relâchez ces H+. Et alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais il prélève aussi des anions, donc on relâche aussi peut-être aussi de l'hydroxyde, et c'est vrai. Par contre, si on fait le bilan de tout ce qu'elle prélève en positif par rapport au négatif, eh ben, on est plutôt sur plus de cations que d'anions, et donc globalement, elle relâche plus de protons qu'elle ne relâche d'ions hydroxyde. Donc d'un point de vue évolutif, c'est quand même intéressant pour la plante parce que l'acidité, bah, ça permet d'un petit peu faire de l'ingénierie du sol qui est autour d'elle. Ça permet par exemple de favoriser des réactions d'altération des minéraux et donc libérer des nutriments qui sont intéressants pour elle. Oui. Pourquoi les plantes prélèvent généralement plus de cations que d'anions ? Ah bah, c'est simplement parce que c'est par rapport à leurs besoins. Et puis la disponibilité des nutriments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcium sous forme anionique. Donc c'est vraiment juste les besoins et puis la forme qui est présente dans le sol, quoi. C'est-à-dire que le sulfate, par exemple, c'est encore un nutriment majeur, dans le sens où on en trouve quand même beaucoup plus, quand même une bonne part dans la plante, mais par rapport au calcium, par exemple, on a quand même beaucoup moins de sulfate dans les plantes que de calcium. Et aussi, pour l'azote, on a nitrate et ammonium, mais la plupart des plantes préfèrent prélever la forme ammonium par rapport au nitrate. Et puis aussi, le problème du nitrate et des anions de manière générale, c'est qu'ils sont très peu retenus dans les sols tempérés. Ce n'est pas le cas dans les sols tropicaux, mais dans les sols tempérés, ils sont très peu retenus et ils ont tendance à être perdus rapidement dès qu'il pleut et qu'il y a de l'eau qui draine. Alors que les cations sont mieux retenus. Donc ça c'est pour expliquer la différence entre ammonium et nitrate. Et alors, juste pour continuer sur le trajet de notre goutte d'eau qui traverse le sol. Alors ici, c'est assez d'actualité, enfin c'est pas d'actualité, mais c'est d'actualité géographique, on va dire, parce que ça, c'est des résultats donc, qui proviennent de l'étude ici à Aubure, qui ont été réalisés dans les années 80-90. Ici, ce que vous avez, c'est simplement un graphique qui vous montre l'évolution des concentrations moyennes à différentes profondeurs jusqu'à 60 cm ici, pour sulfate, nitrate, aluminium, calcium et magnésium. Et ensuite, vous avez ici, tout en bas, c'est l'eau du ruisseau, et ici, il me semble que c'est l'eau d'un forage, ou enfin, en tout cas de l'eau profonde qui est dans le substrat géologique. Et tout ça pour vous illustrer que ce qui se passe que le sol, en fait, c'est vraiment juste la première étape dans l'explication de ce qui se passe au niveau d'un cours d'eau. Parce que vous voyez ici, donc on est sur des sols qui sont très acides, donc on a une concentration en protons qui est très élevée. La conséquence de ça aussi, c'est qu'on a aussi de l'aluminium, des concentrations d'aluminium qui sont très fortes dans les solutions du sol. Et ça, c'est aussi en lien avec la très forte concentration en sulfate et nitrate qu'il peut y avoir ici. Mais ce que je voulais illustrer ici, c'est surtout ce qui se passe donc, une fois qu'on quitte le sol ici à 60 cm. Donc on a des concentrations très fortes ici en aluminium, vous voyez, qui dépassent tous les cations. Et quand ça passe à travers donc, le substrat géologique, eh bien, le chemin de l'eau continue. Les réactions géochimiques qui ont lieu au sein du substrat géologique eh bien, vont aussi contribuer. Vous voyez ici que
c'est finalement le pH de cette eau qui réaugmente. Donc l'aluminium ici précipite et disparaît quasiment complètement. Et puis vous avez le calcium et le magnésium, donc issus de l'altération, qui vient entre guillemets remplacer ces charges-là et qui fait qu'on se retrouve avec un cours d'eau qui n'a pas forcément voilà, l'eau qui est la même composition chimique que l'eau qui sort directement en bas de profil de sol. Alors bien sûr, là c'est un exemple, hein, ça dépend forcément de l'hydrologie du bassin versant. Si vous avez par exemple un substrat géologique perméable avec des temps de résidence assez longs, bah forcément, et aussi une composition minéralogique qui favorise l'altération, vous allez pouvoir plutôt compenser voilà, cette acidité qui rentre. Mais si vous avez des substrats pauvres et puis peu poreux, ben là, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose d'aussi marqué. C'était juste pour l'illustrer en tout cas. Donc voilà, donc juste pour faire un zoom en arrière sur notre cycle, là ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelques exemples autour de la décomposition de la matière organique, donc, qui est une caractéristique très forte dans nos écosystèmes forestiers. Alors ces cycles, bien sûr, ils existent dans tous les écosystèmes naturels, hein, même agricoles. C'est juste que comme ils sont tellement anthropisés et qu'on prélève le plus gros de la biomasse aérienne, et ben, finalement on laisse très peu de matière organique au sol. Donc finalement, on a tendance à négliger voilà, ce cycle-là dans ces écosystèmes-là, mais il est quand même présent. C'est juste que voilà, son rôle est moins important que dans une forêt. Donc, la matière organique qui se décompose, ça peut se schématiser ainsi. Vous avez probablement tous vu dans une forêt, si vous vous promenez souvent dans la même, que si c'est une forêt de feuillus, par exemple, à l'automne, vous allez avoir un énorme apport de matière organique au sol. On peut se retrouver avec plusieurs centimètres, voire des dizaines de centimètres de feuilles qui sont déposées sur le sol, parce qu'en moyenne, en général, on a quand même à peu près 3 tonnes de matière sèche qui arrivent au sol tous les ans dans les forêts. Ça peut fluctuer, mais voilà. Et dans cette même forêt, vous pouvez revenir par exemple au milieu de l'été suivant et vous rendre compte qu'en fait que les sols sont quasiment à nu, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de matière organique directement sur le sol parce que toutes ces feuilles se sont décomposées. Alors vous avez aussi voilà, une petite liste non exhaustive bien sûr des différents acteurs qui vont jouer dans cette décomposition, qui vont des plus gros, enfin les très très gros ne sont pas représentés ici, mais jusqu'aux plus petits, donc des vers de terre jusqu'aux bactéries ici. Alors cette décomposition de la matière organique, pour les forestiers, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, très rapidement, on peut aller faire un diagnostic de l'activité biologique d'un sol juste en regardant ce qu'on appelle les formes d'humus, c'est-à-dire la matière organique qui est à la surface du sol, donc qui est tout en haut du profil de sol. On peut diagnostiquer cet humus, regarder en fonction de l'état de décomposition, donc s'il y a beaucoup de petits fragments ou que des gros éléments, etc. On peut les classifier et ça nous permet de savoir si on a une décomposition rapide ou plutôt lente de la matière organique. Et cette matière organique dans le sol, donc à la surface, mais aussi qui s'incorpore petit à petit avec les horizons de surface qui sont du coup organo-minérales, eh bien, elle a plein de différents rôles. Alors on pense souvent au fait que c'est des réservoirs de nutriments, c'est des réservoirs d'azote par exemple et de phosphore. Mais ils ont aussi pas mal d'autres fonctions comme la capacité de retenir de l'eau. Par exemple, si vous rajoutez de la matière organique dans un tas de sable, le tas de sable ne va pas avoir une bonne capacité de rétention d'eau, mais si vous mélangez avec de la matière organique, il va pouvoir retenir plus d'eau. Ils ont des propriétés physico-chimiques, donc ça c'est les groupements juste c'est de la chimie organique, hein, mais qui permet d'absorber des anions et des cations, donc de stocker ces éléments-là. Ce sont bien sûr des substrats d'énergie pour toute la biologie du sol qui jouent un rôle prépondérant pour beaucoup de choses, quand on a déjà commencé à toucher du doigt. On peut toucher du bois aussi, mais la structure du sol aussi, la matière organique joue un rôle important vu qu'elle va réaliser le pont, par exemple, entre des différents minéraux argileux. La matière organique va pouvoir s'associer aux deux et du coup créer des liens physiques entre ces différents minéraux. Et donc on va commencer à pouvoir créer des structures, c'est-à-dire des choses
des amas de particules qui ont une certaine solidité physique. Et puis enfin, on n'y pense pas souvent aussi, mais c'est d'un point de une vision encore une fois finaliste, mais participe à la balance énergétique, parce que la matière organique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un sol, sur les diapositives c'était assez clair aussi, c'est souvent très sombre. Et en fait, l'aspect sombre de cette matière organique permet d'absorber plus d'énergie de lumière et donc de réchauffer un peu cette couche de sol et donc d'augmenter la température pour aider les petites bestioles qui ont besoin, comme tout le monde, elles ont leur optimum biologique de température. Donc voilà, donc les différents acteurs, alors je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, je ne suis pas un gros spécialiste. Il y a les différents vers de terre, donc qui sont classifiés en fonction de s'ils sont plutôt à la surface, donc c'est les épigées. Ça, c'est ceux que vous pouvez trouver dans votre compost aussi, ou si vous avez un vermicompost chez vous, c'est ces vers de terre que vous aurez. Les endogés, c'est ceux qui restent quasiment tout le temps dans le sol et qui ont plutôt des trajectoires, on va dire, horizontales. Et les anéciques, qui eux sont les vers de terre qui sont emblématiques. C'est quand on dit vers de terre, on a ceux-là en tête. Ce sont les plus gros. D'ailleurs, dans les Vosges, il y a une espèce qui peut aller jusqu'à 50 cm de long, je crois. C'est assez impressionnant. Pas autant que ceux qu'on peut trouver en tropical, qui font parfois plusieurs mètres, mais ce n'est pas des serpents, c'est toujours des lombrics. Et ceux-là, ils jouent un rôle très important parce qu'eux, ils font l'aller-retour entre la surface et le profond, avec leur terrier, comme ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ça, mais c'est assez rigolo parce que la nuit, ils sortent leur tête comme ça et ils sont capables d'aller juste choper une feuille quasiment entière et la tirer jusque dans son terrier ici, où il va la laisser comme ça un certain temps pendant que les bactéries et les champignons commencent à la décomposer dans ce milieu bien humide et bien tranquille. Et une fois que c'est bien décomposé pour lui, c'est là qu'il va commencer à le mâcher. Et puis oui, les vers de terre sont sans cesse en train de manger du sol, de le déféquer, et puis c'est ça qui participe aussi à ce qu'on appelle la bioturbation, et puis le mélange des matières, et qui permet notamment à ces argiles et ces matières organiques de s'associer ensemble et de faire des structures. Alors on parle souvent des vers de terre parce que ils sont emblématiques, mais ils cachent derrière eux tout un écosystème qui d'ailleurs c'est vraiment au niveau des micro-organismes que se font les processus. Les autres, c'est plutôt, on va dire, les ingénieurs de ces processus. Mais voilà, donc vous avez toute la microfaune, donc tous les insectes, et bien sûr, pas que ceux qui mangent la matière organique, mais aussi les insectes qui mangent les insectes, etc., qui rentrent en jeu. Et aussi, là-dessus, il faudrait rajouter la macrofaune, donc vous pouvez avoir des taupes, des mulots, des choses comme ça, qui peuvent aussi venir fouiner dans le sol et participer à tout ça. Et alors, un autre apport non négligeable non plus de carbone dans le sol pour faire fonctionner tout ça, eh bien, c'est l'arbre en lui-même. Souvent, l'image de la litière, en fait, on l'a bien en tête, on le voit bien. Mais ce qui se passe, c'est que l'arbre, eh bien, à travers ses racines, il est sans cesse en train d'exuder, soit parce que ces racines, elles peuvent mourir et se décomposer dans le sol, soit le fonctionnement normal d'une racine, c'est d'émettre ce qu'on appelle des exudats racinaires, donc c'est tout un tas de molécules organiques qui se retrouvent dans le sol. Et en fait, cette exudation racinaire peut représenter jusqu'à 50% du volume de CO2 émis par un sol par respiration. Donc ça a été mis en évidence ici, simplement, ici ce qu'on fait, c'est qu'on cercle un arbre ici, c'est-à-dire qu'on enlève l'écorce et le cambium, donc la partie du bois qui transporte la sève élaborée qui contient les sucres de photosynthèse. Et donc ces éléments-là ne peuvent plus descendre jusqu'aux racines. Et je fais assez rapidement ici, mais la courbe ici, tout en bas, c'est le flux de carbone émis en CO2. Sous les arbres où il y a eu ce cerclage ici, et bien vous voyez qu'on a fortement diminué la respiration du sol, simplement parce qu'on a coupé la ressource, quoi. Donc, une grosse partie de la matière organique du sol aussi et de l'activité biologique du sol provient de ces exudats racinaires. Et alors, pour les cycles biogéochimiques, alors ça, je vais passer, c'est le cycle d'azote. Donc pour ce cycle biologique, un autre élément assez remarquable dans les écosystèmes forestiers, c'est par leur pérennité aussi,
eh bien, c'est ce qu'on appelle la pompe à nutriments. C'est-à-dire que comme vous avez un cycle biologique qui recycle par la matière organique vos nutriments et qui les dépose en surface, qui se décomposent et qui sont reprélevés, eh bien, dès lors que l'arbre prélève des éléments en profondeur, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que vous allez reconcentrer ou concentrer des nutriments à la surface du sol, puisque vous les prélevez et ils rentrent dans cette boucle à la surface du sol. Et ici, ça c'est une review qui montre ça sur différents écosystèmes ici. Donc à chaque fois, vous avez deux écosystèmes comparés, donc soit une prairie et une forêt. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous avez des distributions un peu différentes du calcium, du magnésium et du potassium, en fonction de si vous êtes sous une forêt ou sous une prairie. Parce que sous forêt, par exemple, si je prends l'exemple du calcium, qui est assez marquant ici, l'arbre va pouvoir prélever plus profond et puis va pouvoir cumuler du calcium en surface, alors que la prairie, eh bien, avec son cycle du carbone qui est moins, un cycle biologique qui est moins efficient que la forêt, eh bien, on ne retrouve pas cette tendance. Alors un autre flux dont je vous ai parlé, juste pour vous le rappeler, c'est le flux des hommes qui viennent prélever du bois et qui, quand ils prélèvent du bois, eh bien, ils ne prélèvent pas que du carbone. Souvent on parle du bois d'un point de vue stockage carbone, etc. Mais forcément c'est un tissu biologique et donc il y a aussi des nutriments qui ont servi à faire pousser ce tissu qui sont dans ce bois. Donc on retrouve tous les nutriments majeurs ici. Je ne vous parlerai pas trop des micronutriments tels que le zinc, le cuivre, etc. Ce n'est pas trop notre spécialité. Mais tous ces nutriments, bien sûr, si on coupe l'arbre et on retire cet arbre, eh bien, forcément, ces éléments-là sont retirés de l'écosystème. Et justement, le TP, et surtout la partie en salle demain, ce sera justement de regarder ça et de voir le forestier, quel impact il a en fonction de ses choix, s'il décide de couper l'arbre en entier, enfin il coupe toujours l'arbre en entier, hein, mais s'il décide de prendre l'arbre entier et de l'emmener, de prendre toutes les branches, les aiguilles, etc., ou s'il décide de laisser les parties fines en forêt, quel impact ça a sur le long terme sur les sols. Et alors le cycle biochimique, pour conclure, il me semble, après je vais passer à nos méthodes. C'est donc la capacité d'un arbre ou d'une plante à recycler à l'intérieur d'elle-même des nutriments. Je vous ai parlé de la feuille au tout début, qui avant de tomber à l'automne, eh bien, une partie de ces nutriments sont récupérés par l'arbre. Ça se fait aussi au niveau du bois. Donc, alors ce schéma, il est parfois un peu complexe à comprendre, mais en soi, il est assez simple. Donc, si je fais bien le travail de vous expliquer, ça devrait aller. Ici, ce que vous avez ici, donc illustré là, c'est un arbre, donc une coupe radiale, avec le cœur de l'arbre ici et l'écorce sur la droite. Donc, juste pour rappel, hein, un arbre, il pousse tous les ans en créant un nouveau anneau de croissance, un nouveau cerne de croissance à l'extérieur. Donc le bois le plus jeune, il est situé juste sous l'écorce, et le bois le plus vieux, le plus proche du centre de l'arbre. Et ici, ce diagramme, ici, donc ça représente ici la concentration en potassium dans les différents tissus. Et alors si on laisse de côté l'axe des Y pour l'instant, et qu'on regarde que l'axe des X, ici c'est simplement l'âge cambial, donc c'est un peu à l'inverse de ce que je vous ai dit à l'instant. Mais ici vous avez le bois qui se situe juste sous l'écorce, donc là vous avez l'écorce qui est vraiment sur la partie extérieure du graphique ici. Et plus on se rapproche de l'ordonnée à l'origine ici, plus on se rapproche bien, du centre de l'arbre. Et la hauteur, donc le graphique il est en trois dimensions, mais la hauteur du cube ici représente la concentration en potassium. Donc vous voyez qu'on a des concentrations ici juste sous l'écorce qui sont bien plus élevées et qui dégringolent quand on va vers le centre de l'arbre. Et on peut voir aussi un même gradient, donc cette fois-ci sur l'axe des Y, je vais utiliser le laser, ce sera plus simple peut-être, où vous avez la cime de l'arbre ici avec les feuilles, la canopée, et ici on descend jusqu'à la souche, à leur donner à l'origine. Et on voit ici qu'on a ce double gradient à la fois vertical vers le haut de l'arbre, où on a des concentrations de plus en plus élevées, et aussi horizontal quand on se rapproche de l'écorce. Et c'est simplement, alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a créé ces cernes de bois ici, on avait une concentration
qui était proche de ce qu'on a actuellement sous l'écorce. C'est simplement qu'au cours du temps, puisque ces parties-là, en fait, c'est plus vivant. Là, c'est que du tissu mort. Il n'y a plus rien de vivant dans le cœur d'un arbre. Eh bien, ces nutriments qui sont dans ces tissus, qui sont en train de mourir, eh bien, sont remobilisés et transportés vers des endroits dans la plante où ils sont bien plus utiles, là où il y a le plus d'activité biologique, c'est-à-dire là où il y a les méristèmes. Donc ça, c'est les parties en croissance, c'est-à-dire juste sous l'écorce et au niveau des bourgeons, donc dans la canopée. Et juste pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure, avec des chiffres. Donc ça, c'était une expérience qu'ils ont réalisée par traçage isotopique ici, mais sur des jeunes plants de pins sylvestres. L'idée, c'était, ils ont marqué isotopiquement une plante. Ensuite, ils ont laissé la plante faire une nouvelle année de croissance. Donc il y a des nouvelles pousses qui sont apparues au bout de chaque branche. Et là, l'idée, c'était simplement de regarder, grâce aux isotopes, eh bien, la proportion de nutriments qui provient d'azote ici, qui provient de la biomasse déjà existante, et la proportion qui a été prélevée dans le sol pour créer cette nouvelle biomasse ici. Et vous avez les chiffres ici. Alors ce qui est important, c'est surtout ce qui est en relatif. Vous voyez qu'ici, 60% de l'azote qui se trouve dans les nouvelles parties en croissance, eh bien, avait une origine dans la biomasse déjà existante. Et seulement une quarantaine de pourcents provient de ce que l'arbre a prélevé dans le sol. Donc ça joue un rôle énorme pour la croissance de garder ce cycle interne. OK. Et alors juste pour terminer sur cette partie cycle, pour essayer d'avancer plus rapidement, c'était juste ici, on a récemment fait un grand travail de conceptualisation sur le concept de fertilité dans les écosystèmes forestiers, qui a été hérité du monde agronome. Enfin, des définitions à l'origine étaient des définitions agronomes, où ça se limitait à parler de fertilité comme voilà, une aptitude à produire, mais surtout un stock de nutriments dans le sol qui va permettre aux plantes de pousser avec un certain potentiel. Et on avait en foresterie, comme en agriculture, des normes établies plus ou moins empiriquement, qui permettaient de dire d'établir des seuils au-dessus ou en dessous desquels on pouvait dire qu'on était à une nutrition optimale, critique, carence, etc. Mais on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, oui. Est-ce que ces données-là, c'est juste pour des monocultures ou Ça, ici? Ouais. Alors c'est de manière générale. Après, sûrement que là, c'est des chiffres globaux, mais je pense qu'ils sont aussi déclinés en fonction des essences et des besoins. Mais ce serait plutôt, oui, pour des peuplements monospécifiques ou alors vraiment à dominance d'une espèce. Oui. Mais quand on utilise ce genre de définition, on se retrouve dans des situations assez paradoxales où on se dit qu'en fait le sol est très pauvre et finalement l'écosystème est quand même très productif. C'est le cas notamment lorsqu'on est sur des écosystèmes tropicaux. Et ça, c'est parce que cette définition ne prend pas en compte tous les flux et cycles dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, qui peuvent parfois représenter un volant de nutriments assez important. Il peut parfois y avoir autant de nutriments dans cette boucle de recirculation qu'il y a de disponibles dans le sol. Et lorsqu'on fait une simple analyse de sol, finalement, on passe à côté de cette quantité-là, et ce qui peut expliquer pourquoi on a ces paradoxes. Et pour l'illustrer ici, donc là encore, on est encore dans un écosystème tropical, une plantation d'eucalyptus. Alors je ne sais plus si c'est Congo ou Brésil ici, peu importe. Mais ce qui a été réalisé ici, c'est une expérience où ils ont simplement retiré toutes les feuilles qu'il y avait au sol et la litière, et les rémanents lorsqu'ils ont coupé les eucalyptus. Et ils ont fait une parcelle où ils ont doublé la matière organique au sol et une où ils ont retiré la matière organique au sol.
Et ce qu'ils voient, alors là c'est marquant parce que c'est tropical, ça pousse très vite et les choses vont très très vite et que le sol est très pauvre à la base. Mais c'est que vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes hauteurs des arbres au bout de 72 mois. Donc en termes de production de biomasse, on est à plus 70% dans le cas où on apporte plus de biomasse. Donc très vite, en fait, là, ça se répercute sur la croissance des arbres parce qu'on a retiré, coupé cette boucle biologique qui est finalement dans ces écosystèmes-là le socle de la fertilité. Et cette boucle-là, elle n'est pas intégrée dans la définition agronome de dire que le sol, c'est juste un réservoir de nutriments. Voilà. Et donc après, ça nous permet d'arriver à des typologies d'écosystèmes qui soit fonctionnent plutôt sur le cycle biologique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cycle géochimique, hein. Ces cycles-là sont toujours présents, mais c'est juste qu'en termes d'abondance relative ou d'importance relative plutôt du cycle biologique ou géochimique, on bascule, enfin on va dire deux pôles, et forcément tout le monde se distribue sur ce spectre-là. D'écosystèmes basés essentiellement sur du recyclage biologique et des écosystèmes qui ont un cycle géochimique plus présent. Ça peut être le cas si on a un substrat géologique plus riche en minéraux altérables, qui du coup va prendre le dessus. Le cycle biologique sera toujours présent, c'est juste qu'en termes d'importance, il sera moindre. Voilà. J'en ai terminé avec la partie sur les cycles en eux-mêmes. Et pour la dernière partie de ce cours, je voulais simplement vous illustrer les différentes approches qu'on peut avoir dans cette discipline, qui peuvent être assez différentes des autres disciplines, hein, parce que forcément on s'adapte, on adapte nos méthodes pour nos objets d'étude et nos disciplines. Et donc là, cette première diapositive, ça vous donne un peu, si vous voulez, notre boucle de connaissances, notre manière d'apprendre les choses et d'avancer. On a d'abord une boucle de connaissances qui nous emmène de l'échelle du processus. Donc là, c'est zoomé, ça peut être spatialement, mais ça peut être aussi temporellement, à l'échelle d'un processus pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe à cette échelle-là. Et ensuite, eh bien, de ramener ça déjà à l'échelle des cycles et de l'importance de ce processus au sein de tous ces cycles et flux que je vous ai présentés auparavant. Donc ça, à travers à la fois de l'observation, du monitoring, mais aussi, et c'est là où ça peut différer par rapport à d'autres disciplines, par de la manipulation d'écosystèmes. Et on a aussi recours très souvent à de la modélisation, comme pas mal d'autres disciplines. Et ensuite, cette boucle-là, elle va aussi s'intégrer dans une boucle un peu plus grande. Donc c'est une boucle qui, cette fois-ci, une fois qu'on commence à comprendre le processus, comment il s'intègre au sein de l'écosystème, eh ben, c'est important de voir et de pouvoir relativiser si cette connaissance à une échelle plus grande encore pour simplement voir si c'est juste un cas particulier ou quelque chose qui est systématique dans tous les écosystèmes. Et donc pour ça, on peut avoir recours à des réseaux de placettes qui sont distribués à l'échelle du territoire ou au-delà pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Et ça, ce qui nous permet, on a un retour de cette boucle qui nous permet de redéfinir les questions et les objets de recherche et de recommencer à nouveau cette boucle. Et puis une autre sortie, eh bien, c'est de créer des modèles conceptuels mais aussi numériques qui peuvent être des aides pour la gestion forestière de manière générale, mais les gestionnaires d'écosystèmes de manière générale. Alors pour vous donner un exemple d'une étude qui peut être réalisée à grande échelle ici, donc ça c'est sur les placettes du réseau René-Coffort, donc c'est des placettes de suivi dans les écosystèmes forestiers, donc qui sont distribuées sur toute la France. Là c'est simplement une mesure de l'évolution des stocks de carbone entre deux campagnes de prélèvement qui ont eu lieu au début des années 90 et autour de 2010. Pour regarder quels sont les écosystèmes où on voit une hausse du taux de carbone dans les sols, où on voit une baisse. Et là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que on est plutôt, il y a peu de sites où on a vu une baisse des stocks du carbone. On a plutôt une tendance à la hausse, même si beaucoup de choses ne sont pas forcément significatives. Et de manière intéressante, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative 4 pour 1000, qui a fait pas mal fureur il y a quelques années, où l'idée c'était de se dire que si on augmentait de 0,4% la quantité de carbone dans les sols, de manière générale, sur toute la planète,
tous les ans, et bien finalement ce 0,4%, ça correspond à toutes les émissions anthropiques de CO2. Et donc finalement on aurait un bilan carbone à zéro juste en augmentant les stocks de carbone dans les sols. Et juste pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que ce 0,4%, en fait, il correspond exactement à ce qui a été mesuré dans les forêts sur cette période-là. L'écart de temps, c'est combien? 20 ans. Mais il faut aussi prendre en compte que c'est sur un couvert qui est resté fermé. Il n'y a pas eu des coupes rases entre les deux périodes, donc le taux de carbone, forcément, ça augmente, ça descend en fonction de ces cycles forestiers aussi, quoi. C'était juste pour l'anecdote. Alors quand on réalise des études sur des sites expérimentaux ou de suivi, eh bien on a tout un tas de différents dispositifs qui sont présents pour la plupart ici sur le site proche de là où on fait le TP, donc ceux qui l'ont fait avec soit Bernd Zeller, moi lundi, et puis ceux qui le feront avec moi cet après-midi. Il y a ce genre de dispositif d'installer ici, donc qui nous permet de collecter l'ensemble des eaux qui proviennent déjà donc qui arrivent au-dessus des arbres. Donc souvent c'est de la pluie qui est récoltée dans des clairières à côté des forêts. La pluie qui est récoltée sous les arbres, qui elle va être influencée par le fait qu'on a des dépôts secs qui viennent se déposer sur les arbres et changer la chimie des eaux. Il y a aussi les feuilles qui sont aussi des surfaces réactives qui vont changer la composition chimique de l'eau. On peut récolter aussi l'eau qui coule le long du tronc parce que pour certaines espèces, ça peut représenter une très grosse proportion de l'eau rentrant dans le système. C'est le cas du hêtre par exemple. C'est simplement l'architecture des branches qui fait que ça a tendance à capter l'eau et ça a tendance à s'écouler le long du tronc plutôt que de tomber par gouttes. Et ensuite, dans le sol, eh bien, on peut placer différents types de capteurs qui vont nous permettre de prélever de l'eau dans le sol, soit des lysimètres gravimétriques qui vont nous permettre de collecter l'eau qui coule par gravité, donc qui n'est pas retenue dans le sol, soit ce qu'on appelle des bougies poreuses ou des lysimètres qui sont sous tension, c'est-à-dire je ne sais pas si j'ai une image après, oui voilà, ce sont ce genre de dispositifs où en bout de dispositif ici vous avez une céramique poreuse et sur cette bougie on applique une pompe à vide, donc on tire l'air à l'intérieur, la dépression permet d'aller chercher l'eau qui non seulement coule par gravité, mais qui aussi peut être retenue dans la porosité plus fine du sol. Alors ça, bien sûr, ça a ses limites, on ne peut pas aller chercher l'eau qui est dans la très petite microporosité, mais ça permet d'avoir une meilleure idée de ce que l'arbre, la solution du sol que l'arbre y prélève. Donc ça, c'est juste quelques photos pour qu'on voit un peu plus clair le type de dispositif. Alors, ce n'est pas forcément très glamour. Parfois, c'est simplement des gouttières qui, à la place d'être servies pour être mis le long d'une toiture, eh bien, nous servent à nous pour aller récolter de l'eau sous les peuplements. Ensuite, l'écoulement de tronc, vous voyez ici un tuyau qui spirale tout autour de ce tronc-là et qui permet d'aller récolter l'eau, qui coule le long et le récolter dans ce bidon-là. Ça, c'est plus compliqué à mettre en place, parce que déjà, il faut pouvoir faire quelque chose d'étanche. Et puis l'arbre, comme il pousse tous les ans, forcément, il faut revenir modifier ce système assez fréquemment avant que ça n'étouffe l'arbre. On a donc les bougies poreuses où on creuse des fosses et on les insère horizontalement dans les différents horizons qui nous intéressent. Ensuite, on est obligé pour ce genre de dispositif d'avoir une pompe à vide, alors soit avec un système permanent, c'est-à-dire qu'il faut un groupe électrogène ou du moins quelque chose qui génère de l'électricité pour pouvoir faire tourner ces pompes, ou alors ça peut être aussi lorsque le forestier ou le préleveur vient, il peut venir avec une petite pompe à vide qui va mettre en dépression le temps du prélèvement pour aller récupérer l'eau. Mais dans un cas, soit on récupère de l'eau ponctuellement, donc qui représente de l'eau une fois par mois, soit on collecte en continu et on a quelque chose qui finalement représente qui est une bonne moyenne de la composition chimique de l'eau au cours d'un mois. Voilà, et donc on peut se retrouver avec beaucoup de bouteilles à prélever. Et avec ça, ça nous permet de voir, ici c'est juste un exemple, suite à la tempête de 99 dans une hêtraie en Bretagne, vous avez ici simplement un pic de nitrate qui se crée post-tempête, donc beaucoup de minéralisation de matière organique, beaucoup de libération d'azote qui se transforme en nitrate et est peu retenu dans le sol et on le voit
ça fait une jolie élution comme ça. Donc on voit ce pic d'élution se déplacer de la surface vers le profond. On a aussi des bacs de litière, il y en a ici aussi, qui permettent de récolter tout au long de l'année les aiguilles qui tombent. Et puis là, c'est un travail assez fastidieux de les peser, de séparer en fonction des essences, en fonction de si c'est une aiguille, une branche, un bourgeon, etc. Donc ça, c'est fun aussi. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, alors ça, c'est pas super courant, mais on avait fait ça sur une placette expérimentale un peu particulière ici, c'est carrément emballer les arbres. Alors c'est pas parce qu'ils avaient froid, mais c'était pour pouvoir récupérer individuellement l'ensemble de la litière d'un arbre, pour pouvoir individualiser le flux en fonction de chaque arbre. Donc forcément là, on ne peut pas le faire en grimpant, surtout que là ils sont assez fins. Donc on a parfois recours à du gros matériel pour pouvoir réaliser ça. Et avec ça, on peut calculer des bilans de masse, déjà à l'échelle du sol. Donc calculer la variation du stock au sein du sol en regardant ce qui rentre, ce qui sort. Donc ça, c'est une version simplifiée qui fonctionne dans certains cas, mais pas tous, où les entrées peuvent être limitées au dépôt atmosphérique et l'altération minérale, et les sorties au drainage, enfin les pertes par drainage et l'immobilisation dans la biomasse. Alors ça, c'était juste un exemple, mais je vais le passer, c'est pas forcément très intéressant. Après, alors on en a discuté un peu à l'instant avec le problème du carbone. C'est que une forêt, si on l'étudie même sur 10 ans, c'est déjà super long. Enfin, ça peut paraître très long d'avoir un site d'études qui dure 10 ans. Et puis, pour le maintenir, je pense qu'à Oscar, maintenir des observatoires sur le long terme, c'est très compliqué d'un point de vue financier. Mais le problème, c'est que quand on étudie une forêt, qui est quelque chose dont la révolution, donc on va dire l'échelle de temps, c'est pour les essences qui poussent le plus vite, c'est 60-80 ans, donc c'est déjà long. Mais en moyenne et en général, on est plutôt autour du siècle, voire le siècle et demi. Vous doutez bien que nos dites petites années d'études sur 150 ans, finalement, c'est un peu ridicule. Et les conclusions qu'on peut tirer sur ces 10 ans, c'est difficile d'extrapoler sur 150 ans. Donc une manière de contourner ce problème, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des chronoséquences. Donc c'est de prendre à un endroit donné des peuplements qui sont à différents stades de maturité et de les étudier. Par exemple ici, ça a été fait dans le Beaujolais sur le sapin de Douglas. Alors je soupçonne mes collègues d'avoir choisi le Beaujolais pas parce qu'il n'y avait que du Douglas dans cette zone-là. Mais bon, faut savoir lier l'utile à l'agréable. Et donc là, sur ce site-là, ils avaient des placettes avec des Douglas qui avaient 26, 46 et 66 ans. Et donc le fait de regarder, de réaliser des études sur chacun de ces placettes, ça permet de voir notamment, donc ça c'est les bilans de masse, donc ça permet de voir l'accumulation ou au contraire les pertes de nutriments dans le sol. Vous voyez que donc, en bleu c'est les jeunes, 26 ans, en orange c'est les moyens jeunes à 46 ans et 66 ans, ils ne sont pas encore tout à fait vieux, mais c'est les plus âgés. Je parle en âge d'arbre, pas... mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que, vous voyez, si on faisait une étude que sur les jeunes, on verrait qu'on a des énormes pertes pour les 4 nutriments présentés ici. Ça, c'est parce que quand on est jeune, on a beaucoup de croissance à faire, on est très énergétique, on a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et du coup, on tape beaucoup dans les réserves du sol ici. Mais par contre, l'arbre, quand il arrive à un certain stade de maturité, que les cycles, la canopée est bien fermée, que les cycles biologiques sont bien mis en place, et les besoins de l'arbre aussi commencent à diminuer. Il se repose de plus en plus sur les cycles internes à la plante. Vous voyez ici qu'on redevient positif, donc on accumule à nouveau des nutriments dans le système, sauf pour le magnésium là. Et donc forcément, oui, si on prend juste une image de l'un de ces trois, forcément on n'a pas une bonne idée de ce que représente le bilan si on le cumulait sur toute la vie du peuplement. Alors, dans les autres choses que l'on peut faire, c'est de la manipulation d'écosystèmes. Et donc là, forcément, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on va clairement changer l'état de l'écosystème, mais c'est vraiment pour voir, quand on a une hypothèse ou quelque chose à tester, on va aller modifier l'écosystème pour vérifier si cette hypothèse tient la route ou pas.
Et donc là, on rentre dans des choses qui parfois peuvent paraître un peu aberrantes en forêt, hein, mais là, vous avez par exemple ici, et donc ça se passe aux États-Unis, hein, donc c'est le fameux Hubbard Brook, le bassin versant expérimental, et où des coupes à blanc ont été réalisées sur de larges surfaces pour pouvoir voir l'effet d'une coupe à blanc, quoi. Et dans ce genre de manipulation, je peux vous en présenter quelques-uns qu'on réalise au sein du labo. Il y a par exemple, alors c'est un réseau de placettes qui s'appelle MOS pour matière organique du sol, et dont l'objectif est ici d'essayer de simuler l'exportation répétée de rémanents d'exploitation des arbres, donc ce qu'on avait vu pour les eucalyptus. Et donc ce qui se passe sur ces placettes, c'est qu'il y a eu plusieurs fois d'affilée, on a retiré toute la litière qui était tombée au sol, donc à la souffleuse, hein, c'est assez physique comme travail, vu qu'après il faut tout récolter et tout déplacer. Mais donc on met à nu le sol ici, donc c'est vraiment la placette de droite, c'est celle qui a vraiment pas eu de bol dans le tirage au sort, parce que là elle se retrouve vraiment avec un cycle biologique coupé et des fortes pertes de nutriments par ces exportations. Alors c'est un peu la même expérience que je vous ai présentée au milieu tropical. Ça s'est beaucoup fait au milieu tropical parce que justement on peut voir à l'échelle de 10 ans des effets assez facilement. C'est plus difficile en milieu tempéré parce que les processus sont un peu plus lents. Mais finalement cette manipulation, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure ici, où des placettes où on coupe la forêt. D'un côté on retire toute la matière organique du sol et on la place à côté. Et on voit très rapidement oui, sur la diapo suivante, j'ai aussi la production donc en biomasse. Mais ici, ce qu'on voit, c'est des flux d'éléments dans le sol. Et en rouge, à chaque fois, c'est la placette où il n'y a plus de litière au sol. Et en bleu, vert, turquoise, là, c'est là où il y a un doublement de la matière organique. Et on voit que dès lors que on retire cette matière organique, on se retrouve avec des concentrations bien plus faibles pour nos éléments ici des nutriments. Et ça impacte la biomasse. Alors sur la photo, on le voit directement parce que ça a été planté au même moment, mais vous voyez bien que l'eucalyptus à droite, il est beaucoup plus grand que celui qui est à gauche. Et puis vous avez ici, donc les 3 points au milieu, c'est des contrôles qui se situent aux alentours. Et votre point double litière est tout ici en haut et le point sans litière tout en bas à gauche. Donc vous voyez qu'il y a quand même, là pour le coup, une très belle relation entre la quantité de matière organique qui retombe au sol et puis la croissance forestière. Alors on peut faire d'autres types de manipulations. On a un site, alors je vous ai déjà présenté quelques résultats sur ce site-là, où il y a eu, dans les années 70, la parcelle a été coupée et ensuite plantée avec plein de différents types d'espèces différentes. Alors à l'époque, c'était plutôt pour voir qui c'est qui pousse le mieux et le plus vite sur ce type de sol-là. C'était ça l'objectif. Maintenant, on s'en sert surtout pour comprendre l'effet des différentes essences sur les cycles et sur les sols. Mais ça commence à redevenir d'actualité vu qu'on parle à nouveau de devoir substituer des essences par rapport au changement climatique. C'est ce genre d'expérience qui peut être aussi intéressante. On a aussi, alors ça c'est une expérience où, pareil, une partie de la forêt a été coupée à blanc. Et là, l'objectif, c'était d'étudier l'impact de la compaction des sols, donc, qui se produit lorsqu'on a des gros engins qui passent en forêt, tout comme les tracteurs en sol agricole, sauf qu'en forêt, on peut difficilement labourer pour détasser. Donc ce qui a été fait ici, c'est ils ont réalisé une coupe et une exploitation vraiment nickel, vraiment au petit soin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul engin qui est rentré dans cette parcelle-là. Tout a été sorti bien comme il faut. Et ensuite, ils ont simplement demandé à un forestier de venir avec son débardeur ici, et puis de simplement faire des allers-retours sur certaines parcelles dédiées. Donc après avoir tout bien fait, on a décidé de vraiment tout saloper. Mais l'idée, c'est d'avoir des parcelles où on a compacté le sol exactement, on sait exactement comment on l'a compacté, à quel poids, etc. Et ensuite d'étudier au cours du temps comment le sol se restaure naturellement ou s'il faut l'aider un petit peu et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour aller plus vite. Alors ça, c'était juste des résultats sur les effets des essences, mais je vais passer parce que le temps passe un peu vite.
Et là, je crois oui, pour les dernières diapositives, c'est pour vous présenter un peu nos études en isotopie, parce qu'on a des approches assez, on va dire, conventionnelles d'isotopie qui sont simplement de mesurer des rapports isotopiques au sein des différents du compartiments de l'écosystème et à partir de ces différences, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais on peut aussi manipuler l'écosystème pour pousser un peu les choses et à utiliser du coup les isotopes comme des traceurs isotopiques. Et je vais vous présenter deux cas de figure. Alors le premier, c'est réalisé ici dans les Vosges en 2003. Il y a plusieurs bassins versants qui ont été amendés donc avec une dolomie, donc du carbonate de calcium et de magnésium. Donc l'objectif de ces amendements, c'est avant tout de restaurer les sols, l'acidité, enfin de remonter le pH du sol, et aussi des cours d'eau qui drainent ces bassins versants qui ont été fortement acidifiés lors des pluies acides dans les années, pas que les années, on va dire tout le XXe siècle, début du XXe siècle. Et alors l'avantage de la dolomie ici, c'est qu'elle a une signature isotopique en magnésium qui est relativement basse, qui se situe, elle est où, elle est là, qui se situe autour de moins 1,5, alors que quand on est sur des bassins versants granitiques, eh bien, on a des signatures de la roche en isotopie de magnésium qui sont plus proches de 0 pour 1000. Et donc cette différence, déjà, même si elle est assez faible, peut déjà nous permettre d'essayer de différencier le magnésium qui a été apporté de celui qui était là de manière autochtone. Donc ça, c'est des photos de l'expérience. Donc là, c'est pas un canadair, il n'est pas en train de balancer de l'eau sur une forêt qui brûle. Même si quand on regarde l'état des peuplements, on a l'impression que ça a cramé. Là, c'est vraiment juste parce que c'est des forêts un peu dépérissantes. Donc cet apport, déjà quand on regarde donc, des concentrations en magnésium élémentaire, donc ça c'est le suivi de la concentration dans les deux ruisseaux de nos bassins versants, donc un qui est resté amendé, enfin qui était resté témoin et l'autre amendé. Et donc en noir c'est le témoin et en bleu c'est l'amendé. Donc on voit tout de suite assez rapidement ici sur granit, le bassin versant sur granit, on a une réponse du ruisseau en concentration, donc la dolomie qui se dissout et qui non seulement arrive assez rapidement dans le ruisseau, mais qui aussi crée un shift, c'est-à-dire qu'on a réussi notre objectif, c'est-à-dire de remonter la qualité de l'eau qui sort de ce bassin versant. Mais aussi, d'un point de vue isotopique, ce qui est intéressant, c'est que, on voit aussi ce shift à la fois en concentration, mais aussi en rapport isotopique. Donc les rapports isotopiques ici sont sur l'axe des Y. La signature de la dolomie utilisée, elle est juste en dessous de, je crois qu'elle est à moins 1,65. Et les eaux collectées dans les bassins versants témoins sont plutôt autour de moins 0,8 par là. Et ce qu'on voit, c'est que dans le bassin versant amendé, eh bien, on a donc ce shift en concentration qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi ce shift en rapport isotopique, montrant que c'est bien le magnésium, enfin au moins en partie le magnésium apporté avec l'amendement qui est en train d'alimenter ce ruisseau en magnésium. Et puis, ça a permis aussi de faire un calcul de bilan de masse et de voir que voilà, le magnésium dans le ruisseau, ça représentait à peu près une vingtaine de pourcents de ce qui a été apporté. Une dizaine de pourcents s'est retrouvé dans le cycle biologique de la matière organique dans les forêts. Et le reste, les 70%, se retrouvent encore dans le profil de sol. Alors le souci de ce genre d'approche, c'est que ce n'est pas forcément toujours applicable, parce que là, je vous donne juste les rapports isotopiques mesurés globalement dans les différents compartiments d'un écosystème. Vous voyez que, donc ça c'est pour le magnésium, mais vous voyez que ça se recoupe quand même très fortement. Donc quand on a des compartiments qui ont la même signature, c'est difficile d'utiliser ce traceur-là pour pouvoir distinguer les sources. Et les collègues Anne-Désirée Schmitt, par exemple, qui travaille à l'université de Strasbourg, qui travaille surtout pour les isotopes du calcium, pour elle, c'est encore pire parce que le calcium, les variations sont encore plus restreintes. Donc dans ce genre de cas, on est un petit peu bloqué pour pouvoir faire du traçage. Et ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est d'utiliser un traceur enrichi artificiellement. Et là, je vais vous présenter donc, une expérience qui a été réalisée dans le Morvan, donc en Bourgogne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on achète
Alors ça nous coûte très très cher, hein. Là, rien que pour cette expérience, on avait pour 80 000 €, je crois, d'isotope. Donc on achète du matériel enrichi isotopiquement, c'est-à-dire que votre magnésium, par exemple, naturellement, vous avez 3 isotopes, le 24, le 25 et le 26. Le 26, il est normalement à 11%, enfin autour de 11% en pourcentage atomique. Et là, celui qu'on achète, bah, vous voyez, il est à 99% de magnésium 26. Donc il est très enrichi, donc très différent de la signature isotopique naturelle. Et donc on peut en apporter une petite quantité et quand même modifier le rapport isotopique assez fortement pour pouvoir suivre ensuite le déplacement de cet élément dans le système. Et là, on l'a fait à la fois en calcium et en magnésium. Bon, il y avait aussi du quinzène sous forme de nitrate et on avait aussi tracé l'eau dans le système avec le deutérium, mais ça, je ne vous le présenterai pas. Et ça, c'est juste une diapositive très résumée de cette expérience. Mais ça, c'est 2 ans après avoir apporté le traceur. Donc, il a été pulvérisé sous forme dissoute. Hein, donc, le traceur calcium-magnésium, il était sous forme de Ca2+, et de Mg2+, dissous, comme s'il arrivait avec l'eau de la pluie au sol. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 2 ans, eh bien, là, c'est le bilan, hein, c'est-à-dire le pourcentage du traceur appliqué, où est-ce qu'on le retrouve, où est-ce qu'il se distribue dans le système. Et on voit qu'une grosse part est encore dans le sol, surtout en surface. Parce que ce sont des choses qui finalement migrent très lentement dans le sol, parce qu'ils sont très fortement retenus par la capacité d'échange cationique dans ce sol. On a aussi une très grosse part qui est retenue dans la litière, et alors ça, c'est pas le cycle biologique qui a créé ça, parce que justement, je vous ai montré les arbres qui étaient tout emballés. Bah, ça, c'était la même expérience, et donc on a vraiment on a empêché toutes les feuilles de tomber au sol pour pas qu'on ait un double marquage, si on veut, du sol avec des feuilles marquées. Donc ça, c'est la litière qui est encore marquée simplement parce qu'elle a été pulvérisée avec du calcium et du magnésium qui s'est adsorbé dans cette couche-là, sur les acides organiques qui sont capables de créer des sites d'échange et d'absorption de cations, de complexation par exemple. Et ensuite, que dire de plus là-dessus? Donc voilà, on a un transport vertical assez limité. On n'avait toujours pas de perte en bas de profil au bout de 2 ans. Et encore moins pour le calcium, parce que vous voyez qu'en dessous de 15 cm, il n'y a quasiment rien. Alors, il y avait quand même des toutes petites choses, mais quasiment rien. Et ensuite, ce qui était intéressant pour nous aussi, ce qui était assez étonnant, vu que là, ce sol-là, il est quand même très pauvre, on s'attendait à que, en apportant juste un tout petit peu de traceur, que les arbres se jettent dessus en se disant « cool, enfin du calcium et du magnésium que je ne vois jamais », qu'ils le prélèvent et que ça aille très vite dans la boucle biologique de recyclage. Mais en fait, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que pendant les 4 premières années, en fait, on mesurait ce qu'il y avait dans les feuilles et on ne voyait pas nos traceurs calcium-magnésium arriver dans les feuilles. Et quand on a coupé des arbres pour les saucissonner comme on fait, donc les 3 quarts ont déjà vu le TP sur comment on fait une minière lomas, mais pour les autres, vous le verrez cet après-midi, mais on saucissonne l'arbre et on regarde où est-ce qu'on trouve nos traceurs, et bien ça donne cette distribution-là. Et ce qui se passe, c'est que le transport de ces éléments-là, en fait, dans les arbres est super lent. C'est-à-dire que là, les arbres, ils font alors on s'arrête à 6 mètres, mais en total, ils font 12-13 mètres à l'époque, faisaient 12-13 mètres. Et donc pour parcourir toute cette distance, eh ben, il faut plusieurs années, voire 4, 5, 6 ans. Donc ce qui est intéressant et ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que finalement la feuille qui se crée cette année, en fait elle est faite avec du calcium et du magnésium qui a été prélevé il y a 5 ans. Ce qui est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'arbre que l'on considérait comme immobiles et en gros perdues pour le système, mais en fait, il y a une énorme quantité de ces éléments qui sont juste en train de bouger, mais lentement, quoi. Donc, qui sont encore, entre guillemets, disponibles. Voilà. Et pour terminer, je crois que c'est mon avant-dernière diapo, oui. Juste pour vous parler de l'effet de l'amendement et de ce côté très conservatif du calcium, on le retrouve aussi. Alors ça, c'est notre placette avec les différentes espèces plantées. Là, on avait certaines placettes qui étaient doublées pour pouvoir faire un essai où on fertilisait, on amendait certaines placettes et les autres, on les laissait en témoin. C'est le cas ici.
Donc c'est quand même amendé en 76, hein, c'est-à-dire il y a plus de... Enfin, à l'époque qu'ils ont sorti ces chiffres, ça devait être vers 2010, donc 40 ans après, on va dire, 35-40 ans. 35-40 ans après, vous voyez que l'amendement qui a été apporté dans cette placette-là, eh bien, on le retrouve encore à circuler. Pas tant dans les poules du sol, alors il y en a un peu ici, les 270, ça c'est la quantité de calcium qui est dans le sol. Mais là, la différence, elle se voit surtout au niveau de la biomasse qu'on a incorporé à un très gros morceau, et puis surtout des flux qui circulent dans le sol et dans cette boucle biologique surtout, qui conserve ce calcium disponible pour les plantes. Et l'effet de cet amendement, donc, quand on apporte du carbonate de calcium, ben, on n'apporte pas que du calcium. On altère aussi pas mal de choses, vu que le carbonate, lui, il va permettre de réaugmenter un peu le pH du sol, donc booster certaines communautés biologiques dans le sol. Et ce qu'on a pu voir sur cette même placette, c'est donc dans un témoin où on avait un cycle de l'azote un peu perturbé, où on avait beaucoup de nitrates qui étaient perdus dans les eaux de drainage, donc avec des fortes concentrations de nitrates dans les eaux du sol. Ben, le fait d'apporter de l'amendement, donc c'est juste du calcium, alors il y avait un peu de phosphore aussi, ça a peut-être joué aussi, et bien ça a permis et bien, simplement de réduire ces flux de nitrates dans le sol dans ce peuplement-là. Alors les raisons qu'il y a derrière, il y a pas mal de différentes hypothèses, et c'est pas tout à fait bien élucidé encore, parce que c'est pas simplement parce que l'arbre pousse plus vite, donc il prélève plus d'azote, quoi. Il y a aussi d'autres processus qui se sont, entre guillemets, stabilisés. Et puis on le retrouve aussi en aluminium ici, mais ça c'est en lien plus avec le pH. Donc on a quand même un effet durable de ces amendements. Même s'ils coûtent cher, au moins ça dure dans le temps, donc on n'est pas obligé non plus de le répéter tous les ans ou tous les 10 ans. Et avec ça, j'en ai fini avec les différents exemples. J'espère que je ne suis pas parti trop dans tous les sens, parce que l'idée c'était quand même de vous illustrer un maximum de différentes choses qui se font dans cette discipline. Donc pour ceux que j'ai cet après-midi, vous aurez tout le loisir de réfléchir à des questions jusque-là, s'il y en a qui vous viennent. Et autrement, je serais ravi d'y répondre maintenant ou autour du déjeuner ou n'importe.